Parfois, un simple bouton peut soulever le voile sur les mensonges les mieux dissimulés. À Sainte Mary Mead, le silence est revenu. Mais les rideaux fraîchement lavés n'effacent pas tout à fait l'ombre des âmes troublées. Miss Marple, toujours discrète, nous livre une ultime réflexion sur la morale et ses égarements. Depuis où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi en commentaire. Entrons dans le mystère. Le matin se leva sur Sainte Mary Mead, dans une lumière tiède et poudrée, lavée par les brumes de l'aube. Le petit village, encore engourdi, s'étirait doucement au rythme des rituels du dimanche. Le boulanger livrait ses pains au lait dans des sacs de toile suspendus aux heurtoirs. Des chats paresseux se glissaient entre les haies, tandis que la cloche de l'église tintait une première fois, lointaine et solennelle. Dans les jardins, des dames en tablier bleu pinçaient distraitement quelques feuilles mortes avant d'aller se changer. L'air sentait le buis, la menthe, et ce parfum discret de linge propre que le dimanche apportait avec lui. À cette heure-là, personne ne pensait encore au drame qui s'y cacherait bientôt, pas même Miss Marple, qui arrosait calmement ses œillets, un chapeau de paille bien attaché sous le menton. Elle leva les yeux au son de la seconde cloche, posa son arrosoir sur le gravier et rentra chez elle avec un léger soupir. Tout semblait à sa place, mais parfois, songeait-elle, c'est justement lorsque tout semble si paisible que l'on devrait se méfier. Et cette pensée, aussi ténue soit-elle, ne l'avait pas quittée en refermant sa porte. Lorsque Miss Marple pénétra dans l'église un quart d'heure plus tard, elle fut comme chaque dimanche frappée par l'ordre presque militaire des lieux. Les bancs de bois sombres, usés aux extrémités, accueillaient les missels et les bibles avec une précision troublante. Chaque ouvrage était posé exactement au centre du coussin, les pages marquées d'un brin de lavande séchée ou d'un fin ruban de soie. Elle prit place au troisième rang, côté gauche, et laissa son regard dériver, non pas avec curiosité, mais avec ce calme sens aigu de l'observation qu'on lui connaissait. Rien n'était déplacé. Et pourtant, un détail lui échappait. Elle le sentait sans le voir encore, comme un souffle qui manque à l'équilibre d'une pièce fermée. Une question sans forme prenait doucement racine dans son esprit. En s'asseyant, Miss Marple ne put s'empêcher de remarquer que 2 bancs restaient vides à l'avant, ce qui était fort rare en pareille occasion. Madame Cartwright, fidèle entre toutes, n'était pas là. Quant à M. Leonard Symes, le discret pensionnaire du presbytère, il brillait également par son absence. Cela aurait pu passer inaperçu si Madame Winfield, en entrant, n'avait pas esquissé un petit geste d'arrêt en les Prune jeta alors un regard bref, presque tranchant, à la sœur du vicaire, qui, comme à son habitude, se tenait raide et impénétrable sur le côté droit, non loin du cœur. L'échange, fugace, fut suivi d'un silence très léger, perceptible seulement à ceux qui, comme Miss Marple, savaient écouter les silences. Elle nota mentalement ce simple regard, ce pli sur un visage trop lisse. Et elle se demanda, sans se le formuler encore, quel fil invisible liait ses absences à cette tension à peine contenue. Lorsque le vicaire monta en chaire, la rumeur douce des bancs s'éteignit en quelques secondes. Il ouvrit son cahier, mais lut d'un ton monocorde, presque distrait. Son homélie sur la patience chrétienne semblait sortie d'un tiroir ancien, récité plus que pensé. Il n'osait pas croiser les regards. Miss Marple, assise bien droite, observait les réactions plus que les mots. Mrs. Winfield triturait son gant. La sœur du vicaire fixait la croix au-dessus de la chaire avec une intensité exagérée. À l'arrière, la veuve Harrington échangea un murmure bref avec une voisine. Le message dominical glissa sur les fidèles comme une pluie tiède sur une vitre fermée, et dans ce flottement, Miss Marple perçut que l'attention n'était pas dans les mots du vicaire, mais dans quelque chose ou quelqu'un d'absent. À la sortie du sermon, un bref mouvement attira l'œil expérimenté de Miss Marple. Le jeune jardinier du presbytère, Matthew, d'ordinaire timide et mal à l'aise, venait de fixer la veuve Harrington d'un regard soutenu, presque fiévreux. Il détourna ensuite les yeux, rougissant visiblement, puis prit place à l'arrière comme si de rien n'était. Madame Harrington, quant à elle, garda les yeux droits devant elle, mais son éventail cessa de bouger. Ce n'était pas le genre de détail qu'on raconte aux autres. Mais c'était le genre de détail que Miss Marple n'oubliait jamais.
Pourquoi un si jeune homme jetterait-il un regard aussi chargé à une veuve distinguée, forte au-dessus de sa condition? La question restait suspendue, comme l'encens flottant encore dans l'air, invisible mais tenace. Lorsque la messe fut levée, le petit cortège habituel se forma sur le parvis de l'église, glissant lentement vers les allées gravillonnées. On s'échangeait les salutations du dimanche, les compliments sur les fleurs du jardin, les nouvelles banales mais rassurantes. L'ambiance en surface était douce et polie. Pourtant Miss Marple notait, derrière les politesses, de minuscules décalages. Le vicaire semblait éviter le regard de Madame Winfield. Cette dernière parlait moins qu'à son habitude. La sœur du vicaire, toujours impeccable, maintenait une distance rigide même avec les membres du cercle biblique. On évoqua le prochain thé paroissial, mais le ton n'y était pas. Comme si chacun savait, sans l'avouer, que quelque chose clochait dans l'ordre du village. Quelque chose de non dit, mais pesant. Miss Marple échangea quelques mots avec Dolly Bantry, puis, au détour d'un bosquet de buis, elle ralentit. Ses yeux se posèrent instinctivement sur la porte de la sacristie. Fermée. Trop vite peut-être. En quittant l'église, Miss Marple jeta un dernier regard à l'intérieur. Le soleil entrait en faisceaux obliques, illuminant la nef déserte. Et là, sur le banc vide de Leonard Symes, une chose attira son attention. Une Bible n'était pas centrée comme les autres. Elle avait été posée en hâte, sa tranche légèrement tournée vers l'extérieur. Personne ne s'asseyait sur ce banc ce matin-là. Personne ne l'avait remise en ordre. Miss Marple s'approcha, feignant de remettre son gant. Elle observa le livre sans le toucher. Rien d'anormal, en apparence. Et pourtant ce petit déplacement, imperceptible à d'autres, éveilla en elle une intuition familière. Celle d'une pièce déplacée sur un échiquier invisible. Elle sortit enfin, le cœur paisible, mais l'esprit en alerte. Quelqu'un, pensait-elle, avait oublié de remettre les choses exactement comme elles étaient. Et c'était, chez elle, le premier vrai signe que quelque chose de plus grave se cachait derrière la façade tranquille de ce dimanche sans nuages. Le mardi après-midi, à Sainte Mary Mead, avait son rythme immuable. Comme chaque semaine, la salle paroissiale ouvrait ses portes à quelques dames du village, venues partager une heure pieuse autour de l'écriture et d'un thé bien infusé. Le bois ciré des bancs, les nappes brodées aux motifs floraux et la douce odeur de lavande séchée formaient le décor parfait pour ces rencontres feutrées. Miss Marple s'y rendait fidèlement, tricot sous le bras, Bible dans le cabas, avec ce mélange d'attention véritable et de curiosité discrète qui la caractérisait. Madame Winfield, veuve expansive, installait les tasses avec soin. La sœur du vicaire, raide et méthodique, disposait les biscuits à l'anis dans une boîte en fer ébréchée. Tout était à sa place. Tout semblait paisible, presque rituel. Et pourtant ce jour-là, l'air semblait plus lourd, comme si le silence lui-même attendait quelque chose. Même le cliquetis des aiguilles paraissait plus nerveux. Miss Marple, assise à sa place habituelle, observait sans en avoir l'air. Elle savait par expérience, s'annonçait, encore invisible, mais palpable. Ce fut au moment de la lecture de l'Évangile selon Matthieu que Missy Winfield poussa un petit cri étouffé, une main portée à sa gorge. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle tenait sa Bible entr'ouverte, les doigts crispés sur les pages. « Mais, regardez-moi ça », souffla-t-elle, le teint rosissant sous la surprise. Coincé entre deux versets, au creux du papier mince et froissé, un petit objet noir brillait faiblement, un bouton. Rond, sans fioriture, en nacre sombre, il semblait là depuis un certain temps. Mais nul ne comprenait comment il avait pu s'y glisser. Mrs. Winfield le posa sur la table, un peu à l'écart de la théière, comme s'il avait pu tacher la porcelaine. Un silence gêné s'installa, puis une question flotta dans l'air, sans qu'elle soit prononcée. À qui ce bouton appartenait-il, et que faisait-il là? Miss Marple, restée silencieuse, inclina légèrement la tête. Elle n'était pas surprise. Ce genre de détail, isolé mais curieusement déplacé, suffisait à éveiller chez elle une vigilance aiguë. Quelqu'un, quelque part, avait oublié de refermer une parenthèse. Le vicaire, alerté par le léger tumulte, s'approcha.
Il considéra l'objet du trouble avec un sourire embarrassé. Probablement un oubli, ou une maladresse de couture. Cela n'a rien d'inhabituel, dit-il d'un ton qu'il voulait rassurant. Mais la voix manquait d'assurance, comme si elle cherchait à convaincre davantage celui qui parlait que ceux qui écoutaient. La sœur du vicaire fronça légèrement les sourcils, les mains posées à plat sur ses genoux. Miss Marple, qui tricotait à nouveau, nota cette volonté de ramener l'incident à l'anodin. C'était justement cette insistance qui éveillait chez elle un doute tenace, car à Sainte Mary Mead, rien ne se glissait dans une Bible par hasard, et surtout pas un bouton noir. À la reprise de la lecture, la tension n'avait pas tout à fait disparu. Certaines dames feignaient de suivre les versets, mais leurs yeux se dérobaient. Mrs. Cartwright, habituellement loquace, se taisait, ses mains s'agitant nerveusement autour de son tricot. La sœur du vicaire fixait le plafond avec une immobilité presque douloureuse. Quant à Madame Harrington, la veuve élégante, elle avait gardé les yeux baissés depuis la découverte. Elle remuait doucement le sucre dans son thé, sans en boire une goutte. Miss Marple observait ses silences flottants, ses gestes qui n'allaient nulle part. Elle savait reconnaître les regards qui fuient, les épaules trop raides, les doigts trop calmes. Quelque chose, décidément, faisait vaciller l'ordre apparemment sacré de ce cercle. Lorsque la séance prit fin, la plupart des participantes s'égaillèrent rapidement, prétextant un rôti au four ou une visite chez le pharmacien. Miss Marple, elle, prit soin de rester la dernière. Elle approcha la table du thé, où le bouton reposait toujours, solitaire, sur la soucoupe. Elle le prit entre deux doigts, comme on manipule un objet précieux ou dangereux. Il était simple, mais de belle qualité. La nacre, noire et fine, portait encore un fil rouge entortillé au dos, un détail qui, pour un œil moins exercé, aurait paru anodin. Elle le tourna doucement, puis le glissa dans un petit mouchoir propre qu'elle replia sans un mot. Rien dans son geste n'était pressé, mais tout dans son regard indiquait qu'elle venait de faire le premier pas vers une vérité enfouie. Il ne s'agissait plus d'un bouton perdu, il s'agissait d'un appel silencieux, d'un fil qu'elle comptait suivre jusqu'au bout. Sur le chemin du retour, alors que les pivoines commençaient à ployer sous la lumière déclinante, Miss Marple se remémora un détail. C'était lors de l'enterrement de M. Goldsmith, il y avait de cela 3 semaines à peine. Leonard Simes, discret pensionnaire du presbytère, portait ce jour-là un manteau sombre qui semblait trop large pour lui. Elle se souvenait distinctement d'un manque sur le pan gauche, une couture vide, un bouton absent. Elle l'avait noté comme on note la pluie sur une vitre, sans importance, mais avec précision. Et maintenant que ce bouton était apparu dans une Bible, le souvenir prenait un relief nouveau. Avait-il été perdu là? Ou bien déposé? L'esprit de Miss Marple ne s'emballait jamais. Il tissait lentement, patiemment, un canevas de détails. Et ce carteva commençait à prendre forme. La lumière du jour s'adoucissait, et la salle paroissiale se vida lentement. Miss Marple, la dernière à quitter les lieux, jeta un regard en arrière. Les tasses avaient été rincées, les coussins tapotés, les chaises remises en ordre. Et pourtant, quelque chose demeurait. Un silence particulier, non pas celui de la fin d'une réunion, mais celui d'un malaise suspendu. Comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Elle referma doucement la porte et prit le petit sentier bordé de lilas. Dans sa main gantée, le mouchoir renfermant le bouton était bien à l'abri. Elle ne savait pas encore où il l'amènerait, mais elle avait l'intime conviction que ce petit objet allait bientôt révéler un mensonge plus grand. Ce n'était qu'un bouton, certes, mais à Sainte Bible, la suie, les absents et les regards fuyants commençaient déjà à dessiner les contours d'un drame dissimulé sous les dentelles de la bienséance. Le mercredi matin, Sainte, Mary Mead retrouvait son animation modeste et mesurée. Les étals du marché s'installaient sous un ciel pâle. Les paniers se remplissaient de pommes de terre nouvelles, de choux verts et de petits fromages fermiers. La gazette locale, pliée avec soin, reposait comme à l'accoutumée sur la table du kiosque, prête à être emportée par ceux qui en faisaient leur rituel du jour. Mais ce matin-là, Miss Marple remarqua une chose tout à fait inhabituelle. M. Leonard Symes, pensionnaire discret du presbytère,
ne s'était pas présenté pour acheter son exemplaire du St. Mary Herald. C'était un homme de coutume, toujours ponctuel, toujours poli. Chaque mercredi à 9h20, il prenait son journal, saluait la marchande avec réserve, puis s'éclipsait sans bruit. Elle observa l'horloge du clocher. 9h35. Rien d'alarmant, se dit-elle d'abord. Et pourtant, une absence soudaine dans un lieu où tout repose sur les habitudes finit toujours par faire du bruit, même lorsqu'elle commence dans le silence. Miss Marple, attentive, sentit qu'il manquait quelque chose, ou quelqu'un, à la régularité bien huilée de ce village. Le salon de thé, ce même après-midi, bourdonnait doucement du bavardage des habitués. Les voix feutrées accompagnaient le tintement des cuillères dans les tasses de porcelaine. Madame Weatherby, femme vive à la langue alerte, venait de s'installer face à Miss Marple, avec un scone beurré à la main. « Avez-vous vu Leonard Symes récemment » demanda-t-elle entre deux bouchées, d'un ton qui se voulait anodin mais trahissait une curiosité bien rodée. Miss Marple leva les yeux de son tricot et répondit posément. « Non, pas depuis dimanche matin, à l'église. » Avant que Madame Weatherby ne puisse ajouter quoi que ce soit, la sœur du vicaire, installée non loin, s'interposa doucement. « Monsieur Symes a dû partir pour Londres. Une affaire personnelle, je crois. » Sa voix était douce, mais ferme. Et, surtout, étrangement pressée. Elle reprit aussitôt sa tasse, évitant de croiser les regards. La conversation, étouffée avant d'avoir vraiment commencé, s'évanouit dans la vapeur du thé. Miss Marple, quant à elle, replia son tricot avec lenteur. La précipitation à clore un sujet est, dans certains cas, plus révélatrice que 1000 confidences. Le lendemain matin, profitant d'un prétexte pour rendre un livre de cantiques oublié, Miss Marple se rendit au presbytère. Le jardinier, Matthew, ratissait les feuilles mortes sous un laurier. Il redressa la tête à son approche, surpris, peut-être même un peu tendu. « Bonjour, Matthew. Dites-moi, est-ce que M. Symes est bien rentré de Londres » demanda-t-elle d'un ton neutre. Il marqua un léger temps d'arrêt, le râteau figé dans l'air. « Il est parti précipitamment, madame, mardi matin. Il m'a dit qu'il avait reçu une lettre urgente. »« Une lettre urgente ?» répéta Miss Marple avec douceur. « Comme c'est fâcheux. Et il a laissé quelque chose à remettre ?»« Non, rien du tout. Il est parti avec sa valise, en vitesse. » Le jeune homme reprit son ouvrage, évitant soigneusement son regard. Mais sa maladresse en disait long. Miss Marple savait depuis longtemps que les mensonges improvisés laissaient toujours entrevoir une couture mal faite. Et dans celui-ci, elle sentait déjà plusieurs fils qui ne tenaient qu'à un souffle. Avant de quitter le presbytère, Miss Marple, fidèle à son instinct, laissa son regard errer dans le couloir d'entrée. Elle salua brièvement la sœur du vicaire, qui lui tourna aussitôt le dos en prétextant ranger la vaisselle. Et c'est là, derrière un paravent en osier, qu'elle aperçut un objet partiellement dissimulé. Un cartable brun, usé, dont elle reconnaissait la forme familière. Celui de M. Symes. Elle l'avait souvent vu le porter au cercle biblique, avec ses feuillets soigneusement classés et un crayon glissé à l'élastique. Le cartable n'était pas poussiéreux ni déplacé. Il n'était pas oublié depuis des jours. Il semblait avoir été posé là, récemment, peut-être même à la hâte. Pourquoi Léonard serait-il parti, précipitamment, en laissant derrière lui ce qui lui servait de journal, d'agenda et d'archives personnelles? Cela ne ressemblait guère à cet homme ordonné, presque maniaque dans ses habitudes. Miss Marple referma doucement la porte, l'esprit en éveil. Ce cartable était un mensonge muet. Et les objets silencieux, dans les mains d'une vieille dame attentive, finissent toujours par parler. Le vendredi, les rumeurs commencèrent à se glisser sous les portes comme un courant d'air. Chez l'épicier, chez le boucher, au lavoir, les voix se faisaient plus prudentes, plus lentes. Mais les mots, eux, ne cessaient de circuler. Certains disaient que Léonard et le vicaire avaient été vus en pleine conversation animée derrière l'église, un soir de la semaine précédente. D'autres, plus discrets, pas restés plus longtemps ici, confia Mrs. Partridge à Miss Marple en pesant ses œufs. Il avait quelque chose sur le cœur, je crois bien. Et puis, il y avait cette histoire, racontée du bout des lèvres,
d'un différend autour de vieilles lettres et d'un certain manuscrit que Léonard voulait montrer à quelqu'un à l'extérieur du village. Rien de clair, mais suffisamment d'ombre pour assombrir une réputation. Miss Marple écoutait sans relancer. Elle savait que les commérages, lorsqu'on les laisse vivre, finissent par dessiner un contour flou mais révélateur. Et dans cette brume, elle commençait à distinguer la forme d'un secret bien enfoui. Ce même soir, Miss Marple se rendit à l'église pour l'office du vendredi, peu fréquenté, mais toujours empreint d'un silence respectueux. Elle s'installa à sa place habituelle, ses doigts effleurant les coussins lissés du banc. C'est alors qu'elle remarqua un détail dérangeant. Sur le banc où s'asseyait habituellement Léonard Symes, la Bible paroissiale n'était plus à sa place. Elle avait été déplacée vers l'extrémité, comme si quelqu'un l'avait reposée maladroitement, ou en toute hâte. Personne, dans cette paroisse, n'aurait laissé un objet sacré dans un tel état de désordre. Et surtout pas Léonard, connu pour sa ponctualité, sa rigueur et son respect des rites. Ce détail infime aurait échappé à d'autres. Mais pas à Miss Marple. En quittant la nef, Miss Marple ralentit le pas. Devant le banc vide, elle murmura, presque pour elle-même. Un homme ordonné ne quitte pas son banc sans laisser de traces. Elle s'arrêta un instant, pensive, les mains croisées sur son sac à main. Tout dans cette absence hurlait une présence dissimulée. Tout dans ce départ improvisé criait une mise en scène. Elle ne savait pas encore ce qu'elle trouverait. Mais elle savait que Léonard Symes n'était pas simplement parti pour Londres. Il avait été effacé, ou dissimulé, d'un décor où l'on préfère le silence au scandale. Et lorsque les habitudes sont bousculées à St. Mary Mead, Miss Marple sait que le vrai travail ne fait que commencer. Le jeudi, lors de la réunion du petit cercle de couture qui se tenait à l'arrière du salon de thé de Mrs. Simmons, les langues commencèrent à se délier sous l'effet combiné des aiguilles, du thé chaud et de la tarte au citron. C'est Mrs. Willoughby, une femme au chignon toujours impeccable et à la mémoire vive, qui lança d'un ton faussement distrait. « Je n'aime pas colporter, mais j'ai entendu quelque chose l'autre soir. Une dispute, assez vive. » Toutes les aiguilles s'arrêtèrent. Miss Marple, silencieuse, leva à peine les yeux. « Entre qui ?» demanda Mrs. Bantry, l'air intéressé. « Léonard Symes et la sœur du vicaire. Ils étaient dans le jardin clos, derrière l'église. J'étais venu porter des conserves, et j'ai attendu dans l'allée. Ils ne m'ont pas vu. » Selon Mrs. Willoughby, la voix de la sœur du vicaire était tranchante, sèche. Léonard semblait sur la défensive. Les mots échappés parlaient de trahison, de déshonneur. Miss Marple, tout en repliant une bordure de tricot, se dit que si cette scène avait bien eu lieu, elle n'était sans doute pas anodine, et que les vieilles querelles de paroisse cachaient parfois des colères plus sombres. Le lendemain, prétextant une quête de patron de broderie oublié, Miss Marple fut invitée au presbytère par la sœur du vicaire elle-même, avec cette politesse raide qui n'autorise ni familiarité ni indiscrétion. Pourtant, la vieille dame avait depuis longtemps perfectionné l'art de l'observation discrète. Alors qu'elles échangeaient quelques paroles convenues dans l'entrée, Miss Marple avisa la porte entr'ouverte du débarras, cette pièce étroite où l'on entassait les vêtements hors saison. En s'approchant du porte-manteau, son regard fut attiré par un manteau d'homme, noir, de coupe ancienne, pendu seul, comme oublié. Ce qui l'interpella, ce fut le pan gauche, où l'on distinguait nettement un fil rouge pendouillant, témoin d'un bouton récemment arraché. Elle n'en dit rien, mais ce détail coïncidait trop exactement avec le bouton trouvé dans la Bible. Et surtout, il soulevait une question que Miss Marple ne pouvait ignorer. Pourquoi ce manteau, associé à un homme prétendument parti en hâte, traînait-il encore là, suspendu sans explication? En ressortant par le jardin, Miss Marple croisa Matthew, le jeune jardinier du presbytère, occupé à tailler les haies de buis avec application. Elle le salua, engageant une conversation tranquille sur les bourgeons précoces du mois d'avril. Puis, comme par hasard, elle mentionna le manteau du débarras. Un joli lainage, bien chaud. Il appartenait à M. Sims, non? Matthew leva les yeux, surpris. Il balbutia quelque chose, puis affirma, d'un ton trop prompt. Il ne voulait plus de ce vieux truc. Il comptait le donner à la paroisse, je crois. Mais il détourna aussitôt le regard,
et sa main trembla légèrement sur les cisailles. Miss Marple ne le pressa pas davantage. Elle avait appris que les vérités s'échappent plus facilement quand on ne les traque pas. Et ce tremblement, si bref, en disait plus que bien des aveux. Plus tard dans la journée, lors d'un goûter chez Mrs. Bangtry, la conversation revint naturellement. Mémoire longue et à la langue agile, qui évoqua un autre nom. Madame Cartwright, vous vous souvenez? Depuis qu'elle a perdu son neveu, elle s'est attachée à Léonard comme une pie à son nid. Il était vrai que Madame Cartwright, vieille paroissienne intransigeante, s'était prise d'une affection excessive pour Monsieur Symes. Elle lui prêtait des livres, s'asseyait toujours à côté de lui au cercle biblique, et l'invitait chaque mois à déjeuner, seule. Je ne serais pas étonné qu'elle ait mal vécu son départ, conclut Mrs. Ellis, en versant une goutte de lait dans son thé. Miss Marple ne répondit pas, mais elle nota intérieurement cette possibilité. La jalousie, même sous des dehors pieux, pouvait faire naître des gestes malheureux. Restait à savoir si elle avait laissé des traces. Le samedi matin, Miss Marple profita de son passage au presbytère pour consulter discrètement le registre des réunions paroissiales. Une habitude bien ancrée permettait à chacun de s'y inscrire ou d'y noter les rendez-vous. Elle feuilleta les pages avec soin. Là, entre deux entrées écrites de la main élégante de Léonard, elle repéra 2 lignes barrées. 2 rendez-vous annulés sans motif. Une visite à l'orphelinat de Larchfield et une séance de lecture prévue avec le pasteur adjoint de Much Benham. Ces annulations avaient été inscrites le jour même de sa disparition. De la main de Léonard, à ce qu'il semblait. Mais Miss Marple doutait. Léonard Symes n'était pas homme à tout interrompre à la légère. Il ne rayait pas ses engagements. Il les replanifiait. Cette trace biffée ressemblait à un silence forcé. Et les silences trop nets inquiétaient plus encore que les cris. En fin d'après-midi, alors que Miss Marple traversait le petit sentier longeant le presbytère, elle aperçut une silhouette familière. Mrs. Cartwright était plantée devant le portail fermé, immobile, le regard fixé vers la porte comme si elle espérait qu'elle s'ouvre. Elle tenait à la main un petit paquet enveloppé dans un tissu à fleurs, une offrande modeste, sans doute préparée pour Léonard. Mais il ne viendrait pas, et elle le savait. Miss Marple observa la scène sans être vue. Il y avait dans l'attente de Madame Cartwright une tension muette, quelque chose de désespéré mais contenu. Ce n'était pas de la colère, c'était autre chose. De l'abandon peut-être. Elle poursuivit sa route sans bruit, son esprit remuant déjà l'image de cette vieille femme figée, pareille à un souvenir qu'on n'arrive pas à effacer. Le lendemain, en sirotant son thé dans la véranda, Miss Marple repensa à Mrs. Cartwright, à ses gestes trop visibles, à sa peine mal dissimulée. Et elle en arriva à une conclusion calme, presque décevante. Non, cela ne tenait pas. Si Mrs. Cartwright avait été à l'origine de la disparition de Léonard, elle aurait laissé des traces. Des gestes désordonnés, des cris, des erreurs grossières. Or tout, dans cette affaire, respirait la dissimulation froide, la méthode. Un bouton noir glissé dans une Bible. Un manteau oublié mais plié. Des rendez-vous rayés proprement. Mrs. Cartwright ne savait pas cacher ses émotions. Elle aimait trop fort, trop maladroitement. Son attachement était réel, mais inoffensif. Miss Marple reposa sa tasse avec douceur. L'explication facile venait de s'écrouler, et le mystère, lui, s'épaississait. Il faisait un de ces après-midi tièdes de printemps que le village affectionnait. Les oiseaux gazouillaient dans les haies, et la lumière douce s'infiltrait à travers les vitraux, dorant les pierres du vieux presbytère. C'est dans cette atmosphère presque estivale que Miss Marple, venue rendre à la sœur du vicaire un recueil de cantiques prêté la semaine précédente, entre dans le vestibule du presbytère. Elle fut aussitôt surprise par une chaleur sèche qui contrastait étrangement avec la température extérieure. En traversant le couloir, elle crut entendre le léger crépitement d'un feu. « Vous chauffez encore ?» fit-elle avec un sourire aimable. « Oh, un courant d'air dans le salon. Cela m'aide à chasser l'humidité, » répondit la sœur du vicaire, évitant son regard. Miss Marple n'insista pas, mais une question s'insinua en elle. Le feu, à cette saison, n'était pas impossible, mais peu courant. Et surtout, le ton de la maîtresse de maison ne semblait pas tout à fait en accord avec l'explication donnée. Un feu, par grande chaleur, n'est jamais tout à fait innocent,
et celui-ci brûlait avec une persistance qu'aucune brise printanière ne pouvait justifier. Tandis que la sœur du vicaire partait chercher du thé dans l'arrière-cuisine, Miss Marple se tint un instant dans le vestibule, humant l'air. Un relent de suie lui monta au nez, âcre, lourd et légèrement piquant, comme une fumée qui aurait voulu s'effacer sans en avoir eu le temps. Ce n'était pas simplement une odeur de bois sec. Quelque chose d'autre avait brûlé. Peut-être du tissu ou un objet de métal. Elle n'était pas experte en combustion, mais elle connaissait assez les feux domestiques pour savoir reconnaître une senteur inhabituelle. Et celle-ci, bien que faiblement présente, insistait sur ses narines. Toujours. Il y avait là un feu, et peut-être plus qu'un simple tas de bûches. Mais la vraie question était, que cherchait-on à faire disparaître dans l'âtre d'un presbytère, en plein mois d'avril? Lorsque Miss Marple suivit son hôtesse dans la salle du fond pour y déposer son châle, une autre chose attira son attention. La grande fenêtre donnant sur le jardin, celle d'ordinaire encadrée de lourds rideaux vert foncé, était nue. « Tiens, vous avez retiré vos rideaux ?» dit-elle d'un ton léger. « Oui, un simple nettoyage de printemps. Ils en avaient bien besoin, » répondit la sœur du vicaire en ajustant nerveusement un coussin sur le canapé. Miss Marple hocha doucement la tête, sans faire de commentaire. Mais son œil avait déjà remarqué la tringle encore en place, sans anneau. Le tissu ne semblait pas être en cours de lessive. Il avait été retiré précipitamment. Elle savait que certains tissus, épais, lourds, pouvaient envelopper un objet, dissimuler une tache, ou autre chose. Ce détail, ajouté à l'odeur de suie, l'intriguait. Un rideau enlevé, un feu actif, un silence crispé. Cela faisait déjà trop de coïncidences pour que Miss Marple n'envisage pas qu'il s'agissait plutôt d'un fil. Un fil qui menait, elle en était persuadée, vers quelque chose qu'on voulait brûler, cacher ou oublier. Assise dans le petit salon, une tasse de thé entre les mains, Miss Marple laissa son esprit vagabonder. Elle se remémora les rideaux manquants. C'était une paire ancienne, en laine épaisse, doublée de velours, très peu commune, d'un vert profond et discret. Leur texture était dense, presque feutrée. Elle se souvint en avoir loué la qualité à la sœur du vicaire, il y avait plusieurs mois. Ce type de tissu avait une particularité. Il absorbait les sons, les chocs et l'épreuve. On aurait pu y envelopper un objet fragile. Ou un corps. Cette pensée s'imposa à elle non pas comme une fantaisie macabre, mais comme une hypothèse logique. Un tel tissu, utilisé à des fins pratiques, pouvait très bien servir à dissimuler l'inavouable. Miss Marple but une gorgée de thé, puis reposa sa tasse avec soin. Ce rideau absent, tout comme le manteau abandonné et le bouton noir, semblait faire partie d'un motif plus vaste, un motif que ses yeux, doucement, commençaient à percevoir. Avant de quitter les lieux, Miss Marple jeta un dernier coup d'œil au foyer. Les braises s'étaient éteintes, mais dans l'âtre subsistaient quelques restes noircis. Un petit éclat métallique brillait au milieu de la cendre. Elle se pencha légèrement. C'était un fragment irrégulier, incurvé, peut-être une boucle fondue ou un fermoir de sac. Trop petit pour être identifié avec certitude, mais assez distinct pour éveiller des soupçons. Elle ne le toucha pas. Inutile. Sa présence suffisait à trahir l'anomalie. On avait brûlé quelque chose de plus qu'une bûche. Du cuir, du tissu, un accessoire personnel. Le feu n'avait pas seulement été allumé. Il avait été utilisé. Miss Marple tourna les talons, son esprit en alerte. Elle n'avait pas encore de preuves, mais chaque détail s'emboîtait dans une construction de plus en plus cohérente. Ce n'était plus seulement une disparition. C'était un effacement. Au détour du couloir, Miss Marple croisa le vicaire. Un homme doux, toujours affable, mais ce jour-là visiblement préoccupé. Elle le salua d'un ton amical. « Vous brûlez encore du bois à cette saison, monsieur le vicaire? Un luxe rare. » Il sourit faiblement. « Ma sœur trouve que cela rend la maison plus accueillante, » répondit-il. Mais au lieu de développer, il détourna aussitôt la conversation vers les fleurs de l'église, puis vers le concert de l'après-midi, avec une précipitation inhabituelle. Miss Marple remarqua qu'il ne lui avait pas demandé comment elle allait. Une omission rare chez lui. Il avait l'air absent,
voire inquiet, comme un homme qui craint d'être contredit sans savoir exactement pourquoi. Elle le laissa filer sans le retenir. Mais ce silence, ce glissement de sujet trop appuyé, résonnait en elle. Le vicaire manifestement cachait quelque chose. Ou bien, pire encore, il soupçonnait un mensonge, sans oser le formuler. Sur le chemin du retour, Miss Marple marcha lentement, le regard perdu dans les branches blanches des pommiers. Une pensée revenait sans cesse, comme une horloge trop bien réglée. Feu inhabituel, rideau disparu, odeur âcre, fragments métalliques, manteau abandonné, cartable intact, et ce bouton noir. Tout n'était pas encore clair, mais une silhouette se dessinait dans le brouillard, celle d'un acte froid, réfléchi, enveloppé dans les rituels quotidiens d'un presbytère. Il ne manquait plus qu'une chose, un endroit, un lieu où l'on aurait pu cacher ce que le feu n'avait pas entièrement effacé. Et ce lieu, elle le pressentait, n'était pas très loin. Elle rentra chez elle sans hâte, posa son châle, puis alla chercher son ouvrage. Mais ses pensées n'étaient plus au mailles de laine. Dans le calme du salon, une idée mûrissait lentement, une idée inquiétante. Elle s'était portée volontaire pour aider la sœur du vicaire à trier quelques affaires dans le salon arrière, prétextant une recherche de fil de lin bleu pour accommoder un apron. La boîte à couture, posée sur une commode ancienne, était rangée avec une rigueur presque militaire. Bobines alignées, aiguilles piquées dans leurs coussinets, ciseaux croisés comme les bras d'un garde silencieux. Pourtant, en soulevant une pelote de laine verte, Miss Marple sentit une résistance inhabituelle. En dessous, pliée, froissée et soigneusement déchirée, se trouvait une enveloppe crème, anonyme, sans timbre. Elle la prit doucement, comme on recueille une feuille morte. La découpe n'était pas brutale, mais méthodique. Chaque bord avait été fendu, chaque fragment plié en 4. Il ne s'agissait pas d'une lettre jetée, mais d'un document que l'on voulait effacer sans brûler. Miss Marple, l'œil calme, la glissa dans son sac. Elle n'ignorait pas que certains papiers, même déchirés, savent encore parler. De retour chez elle, Miss Marple s'installa près de la fenêtre, le papier posé sur une toile cirée claire. Elle reconstitua les fragments, comme un puzzle muet. Peu de mots subsistaient intacts, mais un passage se révéla suffisamment lisible pour retenir l'attention. L'accord moral que nous avons conclu doit rester strictement entre vous et moi. Il en va de la dignité de l'Église et de votre avenir. La signature manquait, mais la tournure était sans équivoque. Le ton n'était ni amoureux, ni administratif. Il était chargé de tensions feutrées, celle des secrets qu'on enterre sous la bienséance. Miss Marple fronça légèrement les sourcils. Ainsi donc, Léonard Sims et le vicaire étaient liés par un accord moral. Mais lequel? Et qui des deux avait senti ce pacte comme une charge trop lourde à porter? Le jour même, Miss Marple revint au presbytère sous prétexte d'emprunter un recueil de cantiques. Elle mentionna, en apparence innocemment, avoir trouvé dans sa propre boîte à couture une lettre dont l'écriture lui paraissait curieusement familière. À peine avait-elle prononcé ces mots que la sœur du vicaire devint pâle. « Oh, cela ne peut être que cette vieille chose. Une lettre sans intérêt, personnelle. Je vous serais reconnaissante de me la rendre. » Elle tendit la main, un sourire figé au coin des lèvres. Mais Miss Marple n'était pas dupe. Si ce n'était qu'un papier insignifiant, pourquoi s'était-il trouvé dissimulé si habilement? Et pourquoi cette expression d'inquiétude voilée dans les yeux de celle qui prétendait n'avoir rien à cacher? Elle promit d'y réfléchir, mais garda le document. Il ne fallait jamais précipiter les aveux. Dans une maison pleine de silence poli, c'était souvent le geste qu'on n'attendait pas qui révélait la faille. Le samedi, les échos de cette lettre s'étaient déjà répandus. Non pas en tempête, mais comme une brume qui s'infiltre dans les interstices des conversations. Au salon de thé de Mrs. Simmons, où les biscuits sablés étaient aussi fins que les ragots, une rumeur nouvelle avait fait surface. Il paraît que M. Symes avait des papiers compromettants, des choses qui remontent à l'époque où le vicaire n'était encore que simple assistant à Bishopscroft. Glissa Mrs. Witherby en versant le lait dans sa tasse. Il aurait menacé de tout révéler. À un journaliste, imaginez-vous, ajouta Mrs. Willoughby en baissant la voix.
Miss Marple, tout en goûtant un morceau de cake aux fruits, écoutait sans commenter. Elle savait que les rumeurs, bien que souvent déformées, se formaient rarement sans noyau de vérité. Mais quel était le secret? Une erreur de jeunesse? Une affaire de cœur étouffé? Ou quelque chose de plus grave qui aurait justifié le silence éternel de Leonard Symes? Le lendemain, au sortir de l'office, Miss Marple croisa Mrs. Fletcher, une voisine discrète et coutumière des couloirs du presbytère. « J'ai vu quelque chose d'étrange », murmura-t-elle. « Avant-hier soir, en ramenant un plat, j'ai aperçu la sœur du vicaire dans la cuisine. Elle pleurait. Mais ce n'est pas cela qui m'a frappé. » Elle baissa la voix. Dans sa main, elle tenait une petite serviette brodée aux initiales LS. « Je la connais. C'est celle que Léonard utilisait pour envelopper son rasoir. » Miss Marple acquiesça sans mot dire. Cette serviette, si personnelle, n'avait rien à faire dans les mains de celle qui affirmait avec tant de détachement que Léonard était parti précipitamment. Une larme oubliée, un tissu conservé. Les objets trahissent souvent ce que les mots taisent. Ce soir-là, Miss Marple, installée derrière ses rideaux légèrement entr'ouverts, observait le chemin du presbytère avec l'attention discrète d'un œil entraîné. Vers 22 heures, elle aperçut Matthew, le jeune jardinier, sortir par la porte latérale. Il portait un baluchon noué à la hâte, jeté sur son épaule, et se retournait nerveusement à chaque pas. Sa silhouette se perdit bientôt dans les haies. Il n'avait pas pris le chemin du village, ni celui de la gare, et surtout, il n'avait prévenu personne. Pourquoi un simple jardinier quitterait-il son poste de nuit, chargé caché? Et pourquoi quelques jours plus tôt avait-il hésité en parlant du manteau de Léonard? La question resta suspendue dans l'air calme de la nuit. Mais Miss Marple, elle, sentait déjà la réponse rôder tout près. Le lendemain matin, Matthew était introuvable. Son lit n'avait pas été défait, la couverture lissée comme si personne ne s'y était allongé depuis la veille. Sa chambre sentait encore le savon à la lavande, mais l'armoire était vide de ses effets. Son trousseau d'outils manquait un sécateur et un petit marteau. La sœur du vicaire déclara, le ton sec, qu'il avait probablement trouvé du travail ailleurs. Mais Miss Marple n'en croyait pas un mot. Le départ avait été précipité, clandestin, et surtout silencieux. Dans le village, on évoqua un chagrin d'amour, un volume, un malentendu. Mais Miss Marple, elle, savait déjà que le départ de Matthew n'était pas la cause, mais une conséquence d'un acte commis plus tôt, dissimulé, puis maquillé, et qu'il avait, peut-être sans le vouloir, aidé à couvrir. Elle se tenait désormais au bord de la vérité. Elle sentait qu'un dernier rideau allait tomber, et ce qui se cachait derrière n'était plus seulement une absence, c'était un crime. Il arrive parfois qu'un souvenir oublié refasse surface non pas par nostalgie, mais par nécessité. Miss Marple, en observant le presbytère depuis la petite allée qui le longeait, se remémora une affaire ancienne, remontant à près de 30 ans. Une disparition mystérieuse, dans une maison très semblable, avait trouvé sa résolution grâce à un détail que personne n'avait songé à vérifier. Un mur récemment remanié, une cloison discrètement avancée, et derrière elle, ce que tout le monde cherchait. Elle se demanda alors si quelque chose de semblable ne pouvait pas s'être produit ici, sous leurs yeux. Le presbytère, avec ses angles discrets et ses pièces ajoutées au fil du temps, recelait des recoins propices au silence. Et si Leonard Symes ne s'était pas enfui, ni même été emporté, mais simplement dissimulé, non par sa propre volonté, mais par celle d'un autre, quelqu'un qui connaissait bien les lieux, trop bien. Ce fut dans la bibliothèque du presbytère que l'idée de Miss Marple se précisa. Elle avait prétexté la recherche d'un ouvrage ancien sur les psaumes pour pénétrer à nouveau dans cette pièce à l'atmosphère feutrée, envahie de l'odeur des livres anciens et du bois ciré. Son regard glissa le long des rayonnages jusqu'au mur du fond, là où un pan semblait avoir été refait récemment. Le bois était plus clair, les moulures légèrement décalées. Elle s'approcha, posa la main sur le lambris. Le froid du bois neuf était plus vif. D'un doigt, elle tapota légèrement. Le son ne répondit pas comme ailleurs. Il n'était pas creux, mais étouffé. Comme si l'espace derrière avait été comblé ou conservé. Elle tapota un peu plus haut.
Un peu plus à gauche. Même résultat. Ce n'était pas concluant, pas encore. Mais l'instinct de Miss Marple, forgé par les années et les drames cachés sous les nappes en dentelle, lui soufflait qu'il fallait creuser. Et pour cela, elle aurait besoin d'un complice. Un homme discret, compétent, et qui surtout ne poserait pas trop de questions. C'est au détour d'un chemin, comme par hasard, qu'elle croisa M. Flint, le menuisier du village. Un homme d'âge mûr, au parler rare, toujours prêt à rendre service. Surtout à Miss Marple, qu'il respectait pour sa discrétion et son sens de l'observation. « Dites-moi, Monsieur Flint, auriez-vous un instant pour jeter un œil au parquet de la bibliothèque du presbytère? Je crois qu'il y a un léger affaissement. Ou peut-être est-ce simplement mon imagination. » Il acquiesça sans poser de questions. L'après-midi même, il l'accompagna, muni de son nécessaire à outils. Miss Marple s'arrangea pour que la sœur du vicaire soit occupée dans le jardin. Pendant qu'elle bavardait avec elle des azalées précoces, M. Flint s'affairait dans la bibliothèque, où il découvrit bien vite qu'une partie du lambris avait été refixée récemment, sans doute à la hâte. Et derrière, il y avait quelque chose, ou plutôt, quelqu'un. Lorsque le panneau céda sous la pression contrôlée de M. Flint, une odeur âcre s'échappa immédiatement de la cavité dissimulée. L'air y était immobile, presque vicié, comme si le temps lui-même y avait été suspendu. Derrière la cloison, enroulé dans une masse de tissu foncé, gisait le corps sans vie de Leonard Symes. Son visage, bien que figé par la mort, conservait une expression de surprise, peut-être de stupeur. Il ne portait aucune trace de lutte visible. Le rideau vert foncé, celui-là même qui avait disparu du salon, enveloppait le cadavre comme une couverture funèbre. Il avait été placé là avec soin, presque avec une forme de pudeur. Miss Marple, debout, les mains jointes devant elle, resta silencieuse un instant. Elle n'éprouvait ni... Ce n'était pas un crime passionnel, ni une explosion de violence. C'était un acte calculé, réfléchi, froid. Mr. Flint détourna les yeux, mal à l'aise. Il n'avait pas été préparé à cette découverte. « Vous devriez prévenir l'inspecteur », dit-il simplement. « Oui, mais pas tout de suite », répondit Miss Marple. « Il me reste encore une chose à vérifier. » Car ce que le mur avait caché, un autre détail, plus petit encore, allait désormais révéler. En se penchant sur le corps de Leonard Sims, Miss Marple observa ses vêtements. Il portait son gilet habituel, bien ajusté, malgré la rigidité de la mort. Mais sur le côté gauche, juste au-dessus de la poche, un espace vide attira immédiatement son attention. Un bouton manquait. Elle enleva lentement ses gants et glissa 2 doigts le long du tissu. L'emplacement était net. Le fil avait été rompu et un petit bout rouge subsistait, accroché encore à la doublure. Un bouton noir, avec un fil rouge. Exactement comme celui trouvé dans la Bible de Madame Winfield. C'était donc cela. Ce bouton, si anodin, si discret, avait été arraché lors de la dissimulation du corps, puis retrouvé par inadvertance, ou par malchance, dans un lieu que le coupable croyait sûr. Et maintenant, il liait Léonard au presbytère, au rideau et à la mort. Lorsque Miss Marple annonça, avec douceur, que le corps de Léonard avait été retrouvé, la sœur du vicaire pâlit. Mais elle ne s'évanouit pas, ni ne s'effondra. Au contraire, elle resta droite, les mains croisées. Mais un geste, involontaire, la trahit. Elle porta lentement la main à sa poitrine, à l'endroit exact où le bouton manquait. Ses doigts s'y posèrent une fraction de seconde, comme pour refermer une plaie invisible. Miss Marple vit ce geste. Et dans le silence qui suivit, elle comprit qu'il n'y aurait pas d'aveu. Pas encore. Car ce n'était pas une femme emportée par la colère, ni par la folie. C'était une femme convaincue d'avoir fait ce qu'il fallait. Pour protéger l'honneur, ou peut-être la foi. Mais la vérité, elle, avait déjà commencé à émerger. Et Miss Marple savait que, dans les jours à venir, la façade s'écroulerait d'elle-même. Miss Marple quitta le presbytère sans dire un mot de plus. La porte se referma derrière elle avec un son feutré. Dans le jardin, les jonquilles s'inclinaient sous le vent léger, indifférentes au drame qui venait d'être dévoilé. Elle marchait lentement,
le regard posé sur les pierres du chemin. Elle n'avait pas besoin de plus de preuves. Le bouton, le rideau, le mur, la lettre déchirée, les regards évités, tout cela formait désormais un tout. Elle n'irait pas voir l'inspecteur tout de suite. D'abord, elle laisserait au coupable une chance de dire la vérité, de rendre ce silence moins pesant. Car parfois, le rôle de Miss Marple n'était pas de dénoncer, mais de révéler. En douceur, avec cette forme de pitié lucide que seule une vieille dame du village pouvait encore se permettre. Et ce soir-là, en rentrant chez elle, elle posa sa pelote de laine, se servit une tasse de thé et laissa le calme l'envahir. Le plus dur avait été accompli. Mais la justice, elle, demandait encore un dernier acte. Il n'était pas dans les habitudes de Miss Marple de se mêler ouvertement aux affaires délicates, et encore moins de convoquer qui que ce soit. Mais ce matin-là, les habitants les plus directement impliqués reçurent une invitation manuscrite, polie mais ferme, à se rendre au presbytère à 4 heures précises. Le prétexte ? Faire le point avant l'arrivée de l'inspecteur, avait-elle écrit d'une écriture fine et penchée. L'expression, volontairement vague, suffisait à éveiller la curiosité et une légère inquiétude. Mrs. Harrington hésita un instant, mais se résolut à venir, le regard baissé, les mains gantées. Le vicaire, troublé, accepta sans comprendre. Quant à sa sœur, Mrs. Winfield, elle arriva la dernière, vêtue d'un manteau gris impeccable, le visage fermé et les lèvres pincées. Lorsque tout le monde fut là, Miss Marple les accueillit avec une courtoisie désarmante. Elle ne donnait aucune impression de domination, aucune sévérité non plus, mais une forme de calme déterminé, celui de quelqu'un qui sait déjà ce qu'il va dire. Le thé fut servi, comme il se doit. Les tasses s'entrechoquèrent à peine. Le silence était épais, presque étouffant, comme si chacun, sans encore savoir pourquoi, pressentait que les paroles à venir allaient faire voler en éclats bien des illusions. La pièce où ils s'étaient rassemblés était celle-là même où le rideau manquant avait été subtilisé. Celle où le murmure des murs semblait retenir son souffle. Les lourdes tentures laissaient passer une lumière diffuse, tamisée par les nuages d'un après-midi morne. Miss Marple, droite mais sans raideur, s'installa près de la cheminée. Derrière elle, le feu crépitait doucement, apportant une chaleur. Le vicaire s'assit sur un fauteuil bas, les coudes sur les genoux, comme s'il portait une charge invisible. Madame Harrington, malgré son maintien digne, jetait de furtifs regards vers la porte. Madame Winfield, quant à elle, se tenait debout, les mains croisées devant elle, droite comme un cierge dans le cœur. Miss Marple prit une inspiration légère, comme si elle allait commencer une anecdote de jardinage. Puis leva les yeux. Sa voix, lorsqu'elle parla, était douce, presque maternelle. Pourtant, chaque mot semblait coupé dans le silence comme une lame bien aiguisée. Elle n'allait pas accuser. Pas encore. Mais poser les fils, un à un, d'un canevas patiemment tissé. Et peu à peu, les regards se croiseraient, les mains se crispant sur les accoudoirs, les vérités se dessinant entre les lignes. Tout a commencé, dit-elle doucement, par quelque chose de bien anodin, un bouton. Un simple bouton noir, retrouvé dans une Bible. Elle laissa un silence flotter, laissant à chacun le temps de revisiter ce détail apparemment insignifiant. Le vicaire fronça les sourcils, comme s'il peinait à en saisir la portée. Mrs. Harrington serra sa tasse un peu plus fort. Seule Madame Winfield garda un visage impassible, le regard perdu dans les flammes. Ce bouton, reprit Miss Marple, n'était pas d'une fabrication récente. Il appartenait à un gilet que j'avais vu porter par Leonard Sims, le jour de son arrivée au village. J'ai mis du temps à y repenser, jusqu'à ce que je remarque qu'un bouton manquait à son gilet lorsqu'on a découvert son corps. Elle ne haussa pas la voix, ne chercha pas les faits. Elle déroulait simplement les faits, comme on démêle un écheveau. Ce bouton n'a pas atterri dans la Bible par hasard. Il a été ramassé, dissimulé. Et pour cela, il fallait avoir accès au salon, puis à la bibliothèque, et surtout à la Bible du vicaire. Un seul être, ici, possédait ces privilèges. Elle posa calmement sa tasse, puis ajouta
En vérité, ce n'était pas un crime de sang-froid. Pas au sens habituel. C'était un acte accompli par conviction. Par une personne persuadée d'agir au nom du bien. Elle regarda alors Mrs. Winfield, non pas avec accusation, mais avec une infinie tristesse. Et soudain, tout bascula. Car le crime ne semblait plus être une rupture brutale, mais la conséquence lente d'un esprit déformé par une morale inflexible. « Vous avez découvert la liaison, n'est-ce pas » demanda Miss Marple avec douceur. Le mot « liaison » flotta dans l'air comme une offense. Mrs. Winfield détourna légèrement la tête. Son silence était déjà une réponse. Léonard Sims et Mrs. Harrington. Rien de vulgaire, rien d'ostentatoire, mais assez pour heurter quelqu'un qui considérait que le presbytère devait rester un lieu sans tache, même dans les pensées. La vieille dame fit une pause puis poursuivit, la voix plus douce encore. Pour vous, Mrs. Winfield, cette relation était un danger, un poison moral. Vous n'avez pas vu deux êtres en souffrance cherchant un peu de réconfort, mais une offense à la pureté, à la droiture, que vous incarniez avec tant de rigueur. Le silence se fit plus lourd. Le vicaire ouvrit la bouche, puis la referma. Peut-être découvrait-il pour la première fois l'étendue de l'abîme. Vous ne l'avez pas tué par haine, mais par croyance, continua Miss Marple. Vous pensiez redresser un désordre, effacer une faute. Cacher le corps derrière une cloison. Ce n'était pas une dissimulation criminelle. C'était une purification symbolique. Mrs. Winfield ne protesta pas. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux étaient secs. Miss Marple termina, presque en chuchotant. Mais on ne peut confondre morale et vertu. La première juge, la seconde comprend. Dans l'écho de ces mots, le crime perdit sa brutalité, pour révéler toute sa tragique absurdité. Miss Marple resta un instant silencieuse, les doigts joints, le regard baissé sur le tapis du presbytère, comme si elle suivait un motif invisible. Le rideau manquant, ce vieux tissu damassé que l'on pensait mis au rebut. Il avait en réalité été utilisé pour étouffer Léonard. Pas un acte brutal, mais un geste prémédité. Fait sans cri, sans lutte, un étouffement lent, résolu, accompagné d'une prière peut-être. Une absolution, du moins aux yeux de celle qui le tenait. Personne ne parla. Le feu dans l'âtre projeta un bref éclat sur le visage figé de Madame Winfield. Miss Marple poursuivit, toujours aussi calme. Ensuite, le feu a été rallumé. Pas pour se réchauffer, la température ce soir-là était douce. Non. Mais pour y jeter le mouchoir, la lettre, peut-être même une preuve écrite de la relation. Ce feu était le prolongement du rideau. Il devait effacer ce qui ne pouvait être vu ni dit. Elle se pencha légèrement, comme pour attraper une pensée qui menaçait de s'échapper. Pourtant, ce sont toujours les plus petits détails qui trahissent. Le bouton, ce bouton noir, tombé au sol dans la hâte. Il aurait pu être balayé, oublié, mais il a été ramassé et caché dans la Bible. C'est là, précisément, que réside le paradoxe. Le silence, comme un grain de sable, suffit à dérégler une horloge bien huilée. À présent, chacun respirait à peine, suspendu à ce dernier fil. Madame Winfield, droite comme toujours, ne parlait toujours pas. Elle semblait hors d'atteinte, enfermée dans une solitude que nul ne pouvait briser. Mais quelque chose, dans le regard de Miss Marple, parvint enfin à fissurer cette carapace. La vieille demoiselle la fixait sans dureté, mais sans la moindre indulgence. C'était un regard clair, presque triste, comme celui d'un médecin annonçant un mal qu'il soupçonnait depuis longtemps. « Pourquoi l'avoir tué ?» demanda Miss Marple sans accusation. Un souffle, puis un murmure à peine audible, comme si les mots eux-mêmes n'osaient sortir. Je voulais seulement sauver son âme. Elle n'avait pas pleuré. Son visage restait immobile, mais quelque chose en elle s'effondrait silencieusement, comme un mur rongé de l'intérieur. Elle répéta, cette fois un peu plus fort, presque avec désespoir. Il allait perdre tout. Sa place, sa foi, son sens du devoir. Cette femme, elle l'avait contaminée. Le vicaire se leva d'un bond, mais n'osa pas l'interrompre. Il me parlait parfois, vous savez, continua-t-elle dans un souffle. Des doutes,
des désirs qu'il ne comprenait pas. Il se battait contre lui-même. Il aurait pu s'éloigner, se perdre. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas le laisser tomber dans l'abîme. C'était mon frère. Miss Marple baissa légèrement la tête, comme si cette dernière phrase suffisait à tout expliquer. Non pas à justifier, mais à éclairer l'abîme tragique dans lequel cette femme s'était jetée en croyant le protéger. Rien de plus ne fut dit. Le silence qui suivit ne fut pas vide, mais chargé d'un poids invisible. Le vicaire s'était levé, le visage blême. Il regarda successivement Mrs. Harrington, puis Miss Marple, puis sa sœur, ou plutôt ce qu'il restait d'elle, figé dans une dignité brisée. Il inspire profondément. « Mes amis, dit-il enfin d'une voix tremblante, je vous demande pardon. » Les mots tombèrent dans la pièce avec une solennité inattendue. Pardon, non pas pour ce qu'elle a fait, car cela ne saurait être excusé, mais pour ce que je n'ai pas vu. Pour avoir laissé cette maison devenir un lieu d'ombre alors que je croyais l'éclairer. Il se tourna vers Madame Harrington, dont les yeux étaient humides, mais fiers. Je vous ai jugé, intérieurement, sans preuve. Je me rends compte aujourd'hui combien mon aveuglement a permis au mal de se glisser entre ces murs. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement la honte d'un homme honnête, rattrapé par la complexité du cœur humain. Dans ce moment suspendu, nul ne trouva les mots pour le consoler, car il n'y en avait pas. La porte s'ouvrit doucement. L'inspecteur Barnes, prévenu à l'avance par Miss Marple, entra sans un mot. Il ne posa aucune question. Il suffisait de regarder Madame Winfield pour comprendre. Elle se leva d'elle-même, réajusta son châle, puis suivit l'inspecteur sans résistance, sans un mot. Son pas restait droit, mais chaque mouvement semblait peser davantage qu'un fardeau de pierre. Miss Marple la suivit du regard jusqu'au seuil. Il n'y avait ni triomphe, ni soulagement dans ses yeux. Seulement une forme de lassitude lucide, comme si elle avait déjà trop souvent vu ce genre de dénouement. Le mal, dans ce village comme ailleurs, ne portait pas toujours un couteau. Il prenait parfois les traits d'une vertu trop rigide, d'une foi sans compassion. Alors qu'elle referma la porte, elle murmura, plus pour elle-même que pour les autres. Sauver une âme, mais à quel prix? Et tandis que chacun quittait la pièce dans un silence feutré, elle resta seule un instant près de la cheminée, les mains posées sur la nappe à fleurs. Le feu s'éteignait doucement. Avec l'arrestation de M. Winfield, le petit village de Sainte Mary Mead retrouva peu à peu son calme feutré, comme si les pierres elles-mêmes avaient voulu refermer leurs lèvres sur les secrets récemment mis à nu. Le presbytère, resté fermé quelques jours, rouvrit ses portes, et l'on vit le vicaire, plus pâle qu'à l'ordinaire, reprendre ses visites paroissiales, toujours accompagné de son éternel carnet noir et d'un regard désormais plus intérieur. Les villageois, eux, reprenaient leurs habitudes. Madame Pétéric repose sa boîte à couture près de la fenêtre du salon. Le colonel Melchett recommença à pester contre les pigeons du clocher. Même la jeune Ruby de l'épicerie retrouva son rire fluet derrière le comptoir, comme si l'ombre n'avait jamais existé. Pourtant, sous la surface tranquille, subsistait une nervosité à peine perceptible. Une certaine prudence dans les regards échangés. Les rideaux se fermaient un peu plus tôt. Les salutations devenaient plus brèves. On ne parlait plus de Mrs. Harrington ni de la sœur du vicaire, mais leur nom flottait encore, suspendu dans les tasses de thé comme un arôme qu'on ne peut chasser. C'était, comme souvent à Sainte Mary Mead, un silence trop parfait pour être innocent. Quelques jours plus tard, Miss Marple rejoignit Dolly Bantry au petit salon de thé de Mrs. Everley, sur la place du village. De cannelle s'échappait de la cuisine. Le rideau, récemment lavé, encadrait la fenêtre comme un tableau domestique. On dirait que tout est revenu à la normale, murmura Dolly, en versant le thé dans les tasses. Presque trop rapidement, si tu veux mon avis. Miss Marple sourit légèrement en ajoutant un nuage de lait à sa boisson. La normalité est une chose bien élastique, ma chère Dolly. Elle s'ajuste au silence mieux qu'aux vérités. Elles dégustèrent en silence les scones aux groseilles, puis Dolly reprit, plus bas.
Tu penses qu'elle regrette au fond? Miss Marple leva doucement les yeux. Je crois qu'elle n'a jamais douté d'avoir bien agi. Et c'est là tout le tragique de l'affaire. Dolly secoua la tête. Le chariot de pâtisserie passa, et aucune des deux n'y toucha. Un silence paisible s'installa, mais il était traversé d'une tension légère, comme une dentelle un peu tirée. Après quelques gorgées encore, Dolly osa une question plus directe. « Ce qui t'a mise sur la piste, c'est vraiment ce fameux bouton ?» Miss Marple reposa sa tasse avec une lenteur mesurée. Ce n'était ni le rideau, trop évident, ni même la Bible, trop symbolique. Ce fut ce bouton noir, orphelin et mal placé qui m'a parlé. Elle marqua une pause, les mains croisées. Un bouton tombé, ramassé, puis glissé dans une Bible comme on cache une faute dans un sermon. C'est une chose minuscule, et pourtant cela trahit bien plus qu'un mot ou un geste. Dolly semble troublée. Moi, je l'aurais cru perdu. Je ne l'aurais même pas remarqué. Miss Marple esquissa un sourire. C'est souvent ce que les gens espèrent. Que personne ne remarque les petites choses. Mais le crime, vois-tu, est rarement spectaculaire. Il est fait de fils discrets, de silences pesants, de détails négligés. Un petit vent fit frémir le rideau. Miss Marple le suivit du regard, puis ajouta doucement. Et quand on tire sur le bon fil, tout le reste vient avec. La théière était vide, mais ni l'une ni l'autre ne s'en inquiéta. Elle n'était pas venue pour se désaltérer. Alors qu'elle se levait, Dolly chercha ses gants dans son sac, l'esprit encore occupé. Miss Marple, quant à elle, arrangea doucement le pli de sa jupe et regarda la rue paisible, où une charrette passait lentement. Avant de franchir le seuil, elle se tourna vers son amie. « Tu sais, Dolly, cacher un crime dans une Bible n'est pas si rare. » La phrase tomba comme une goutte d'encre dans une tasse de lait. « Ce qui est rare, reprit-elle, c'est de comprendre pourquoi on le fait. Ce n'est pas la peur de la justice, ni même le remords. C'est autre chose. » Dolly, interdite, attendit. Miss Marple baissa les yeux, presque en méditation. Dans les pages les plus saintes. Elles sortirent du salon de thé. Le soleil perçait entre deux nuages. Les toits luisaient légèrement. Le calme était revenu, mais il ne serait plus jamais tout à fait le même. Et Miss Marple, dans sa démarche tranquille, savait déjà qu'un jour, quelqu'un quelque part, croirait à nouveau bien faire, en tuant. Le rideau a été remis en place, les prières reprises, et les pas discrets de Miss Marple se sont éloignés des pierres du presbytère. Mais dans chaque silence poli, subsiste une vérité que nul sermon ne peut vraiment étouffer. Car lorsque la vertu devient façade, que reste-t-il de la justice, sinon la lucidité d'un regard vigilant? Avez-vous déjà songé à tout ce que peut révéler un détail qu'on croyait sans importance? Si cette histoire vous a touché, je vous invite à laisser un commentaire, à aimer, partager, ou vous abonner pour d'autres mystères feutrés.